Bon, Sylvie me dit dans le micro que ça serait bien de démarrer. Magid, si jamais t'es au platine, je veux bien que tu coupes la musique. Super. Bonjour à tous. Ça me fait chaud au cœur de toutes et tous vous voir ce matin. C'est ce que je disais avec beaucoup de candeur à Anne et Sylvie en arrivant. C'est la 5e édition du TCC, si je ne me trompe pas. On a créé cet événement avec beaucoup d'entrain et je vais vous dire pourquoi. La deuxième raison pour laquelle je suis touché, c'est ce que je disais, c'est parce que Anne nous accompagne aujourd'hui. Pour la petite histoire, Anne, c'était une des premières personnes qui nous a fait confiance et qui peut-être m'a fait confiance aussi en tant que personne au départ et qui, outre toute l'histoire Mocha dont on pourra parler peut-être après, m'a beaucoup apporté en tant que fondateur sur plein de sujets parce qu'au début, Job Teaser était beaucoup plus gros et toujours beaucoup plus gros que ce qu'on est aujourd'hui. On est 70 personnes. Et en tant que fondateur, on se pose toujours des questions sur quels sont les bons rythmes de croissance, comment on recrute bien, etc. Donc tout plein de questions. Et donc je voulais te dire merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui et de partager ton expérience. Et merci Sylvie aussi, parce que Sylvie, pour la petite histoire, et elle va se présenter juste après, était une personne qui au départ, avec Guillaume et moi, nous a dit jamais je reprendrai un CDI de ma vie. Je raconte cette histoire avec beaucoup d'humour maintenant. Et qui en fait a super bien fité avec ce qu'on est en train de construire chez Mocha. Et nous, on s'est battu pour qu'elle apporte son expertise aujourd'hui, mais depuis maintenant un peu plus d'1 an en CDI avec nous. Donc un grand merci pour ça et merci à toutes les deux. Vous vous demandez peut-être, je vous promets, je ne vais pas faire trop long, je vais laisser la parole aux experts. Vous vous demandez peut-être pourquoi on a créé cet événement. Il y avait en fait la chose qu'on avait palpée au tout départ, c'était la complexité du métier RH. Et cette complexité, elle s'explique premièrement par la diversité du métier. C'est peut-être un des métiers les plus divers aujourd'hui. Vous êtes amené à toucher des sujets aussi divers que sujets administratifs, type la paye, tout ce qui est SIRH, à des sujets profondément humains, tels que la formation, l'évolution, aussi des sujets de recrutement et de séparation, de licenciement. Et en fait, je pense, en tout cas, c'est cette diversité de métiers qui en fait sa complexité. La deuxième raison pour laquelle on a voulu créer cet événement, c'est que c'est peut-être le métier au sein d'une entreprise qui est le plus complexe par le fait qu'il touche de la matière humaine, qui par définition, contrairement à plein d'autres métiers, ne peut pas complètement être automatisé. Vous entendez partout parler d'IA en ce moment. Il y a plein de sujets en fait, sur la matière humaine qu'on peut pas automatiser et du coup sur lesquels on est très confronté émotionnellement. Et vous allez voir, ça fait la transition avec le sujet aujourd'hui. Il y a une étude d'un cabinet qui s'appelle Conviction RH qui dit que les fonctions RH en fait s'estiment à 86% en surcharge émotionnelle régulière. C'est 27% de plus que l'ensemble des métiers confondus. Et c'est pour ça en fait qu'on a voulu traiter de ce thème-là avec 2 personnes qui, dans des cadres professionnels et personnels, sont habituées à le gérer et à l'accompagner, pour que vous puissiez en fait aborder ça avec plus de solutions concrètes. Donc pour vous parler un tout petit peu de l'agenda, et on va y revenir après, il y aura un premier temps qui sera enregistré d'échanges avec Anne et Sylvie qui vont vous transmettre en fait un retour d'expérience sur le sujet. Et ensuite, un échange entre vous qui pour le coup ne sera pas enregistré et totalement confidentiel. Et ça, c'est quelque chose qui est important de rappeler. Tout ce qui se dit ici, notamment les questions, etc., que vous pourrez poser, ne sont pas enregistrées, et surtout sur les tables rondes. Voyez-le aussi comme un moment un peu de catharsis où vous pouvez échanger sur des sujets peut-être qui sont un peu touchy dans vos entreprises et ça peut apporter de la valeur. Donc merci à tous, j'en dis pas plus et je laisse la parole à Anne-Sylvie. Merci. Bien, donc merci PE. Donc ce moment, il est à vous. C'est un moment effectivement de confidentialité. On va partager le plus possible de choses, et notamment par rapport à la confidentialité pour vous dans la deuxième partie. Bienveillance, forcément, comme on est chez Mocha, puis comme vous avez choisi de faire la fonction RH, vous êtes dans la bienveillance. Et plus on aura des expériences, plus riche sera ce moment-là. Alors la première expérience, c'est peut-être toi, Anne. D'abord, je te remercie infiniment. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment sur la charge émotionnelle des RH. Et quand on s'est parlé pour la première fois, j'aimerais que tu puisses redire ici, là, finalement, le why. Pourquoi tu as eu tellement envie de venir parler de ton expérience ici ? En fait, j'ai reçu, comme vous tous, je pense, l'invitation de Mocha il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Et peut-être
que j'avais vécu cette journée-là, une charge émotionnelle un peu trop intense pour une RH. C'est souvent ce qui nous arrive au cours de nos journées. Donc moi qui m'inscris jamais à des événements, je me suis dit là c'est sûr, je pense qu'en moins de 5 minutes je m'étais inscrite. On ne parle pas très souvent de ce sujet, on n'a pas l'occasion d'échanger beaucoup avec nos pairs. Et dans les 5 minutes de mon inscription, j'ai un peu eu un flashback sur beaucoup de choses qui s'étaient passées dans ma carrière. Je le disais, il y a des journées qui sont chargées émotionnellement pour des RH, mais moi j'ai une expérience en particulier qui m'a pas mal marquée dans ma vie de RH. C'est bizarre, ça remonte, ça doit bien faire il y a 5-7 ans. J'étais chez Canal à l'époque. J'étais DRH de la relation client et j'ai dû fermer les sites dont j'étais la DRH, avec notamment un gros PSE, 300 personnes sur un site uniquement CGT. Donc ça a été à peu près, je dirais, 9 à 12 mois d'intenses charges émotionnelles, mais de tous les jours. Et c'est une expérience qui m'a énormément marquée et développée aussi, ça va sans dire, en tant que DRH. Et c'est une expérience finalement dont je me suis rendu compte à quel point je parle peu maintenant. Et les seuls à qui j'en parle, ça reste les 4 collègues on était une équipe de 5. Et je me suis rendu compte que 5 ans après, on était du genre à... Enfin, on était capable d'avoir des larmes aux yeux 5 ans après en allant boire l'apéro au milieu de 3 sujets hyper drôles. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas loupé un truc à un moment dans la gestion que j'ai eue moi de ma charge mentale, de ma charge émotionnelle? J'ai encore un truc à régler. Et du coup, on a pas mal échangé avec Sylvie. Et je me suis dit, ce qui m'apporte le plus, moi, c'est d'échanger avec mes pairs, d'échanger avec des RH, d'apprendre de vous ce que vous avez pu faire dans des moments difficiles qui vous ont aidé à passer au-delà, ce qui vous aide à passer au-delà d'une journée difficile. Et peut-être, mais de façon très, très humble, partager un peu ce que je fais, moi aussi, pour essayer de gérer au mieux ma charge émotionnelle. C'est un truc hyper difficile à faire. Et donc, je suis vraiment ravie d'échanger avec vous sur ça. Merci pour ce témoignage. Alors, c'est vrai que quand on est psy, on apprend ça. On apprend ça en cours, on apprend ça en stage. On apprend à gérer sa charge émotionnelle pour éviter d'être, alors je vais vous dire des gros mots, mais dans un peu le trouble vicariant, c'est-à-dire d'avoir parfois des flashbacks de sujets qui ont été extrêmement stressants. Et donc, on apprend. Dans les formations, alors moi j'ai eu la double formation, j'ai eu la chance de faire psycho, et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir une formation en RH, et d'avoir donc 30 ans d'expérience en RH. Et puis effectivement d'avoir arrêté un moment en disant plus jamais salarié, plus jamais RH, grosse crise quoi. En fait on apprend, je me suis reformée par exemple au stress post-traumatique et je vais vous montrer là, on va faire un exercice ensemble, je vais vous montrer ce qu'on apprend en fait. On apprend à se créer des ressources internes pour, au moment où ça va pas bien, avoir ces ressources-là et pouvoir les mobiliser. Alors on ne pourra pas apprendre ici en 1 heure tout ce qu'on apprend, mais en tout cas on peut faire des exercices. Et ce n'est pas une fatalité que d'être une éponge émotionnelle et de vivre ça. Peut-être pour que ça soit plus concret, je vais vous inviter à faire ce que j'ai appris après mes années de RH. Okay, parce que quand on est RH, on est dans le feu de l'action. Et c'est en reprenant des études, notamment sur le stress post-traumatique, que j'ai appris des outils que je n'avais pas du tout avant. Cet outil, ça s'appelle le lieu calme et sûr. Peut-être qu'on peut baisser un peu la lumière, parce que ce sera plus facile pour le faire. Ça va durer 5 minutes. Je vous invite en fait à faire cet exercice avec moi pour que vous puissiez le refaire ce soir et que vous repartiez de cette expérience avec Moka, avec déjà ça à renforcer chez vous. Le lieu calme et sûr, c'est un exercice où je vais vous demander de fermer les yeux. Moi-même, je vais les fermer, c'est plus simple. Alors le mien de lieu calme et sûr, il est déjà installé, mais je vous invite à fermer les yeux et à visualiser un endroit dans lequel vous vous sentez vraiment en sécurité. Ça peut être un endroit réel, ça peut être un endroit imaginaire. En tout cas, c'est un endroit où vous vous sentez confortable, bien et en sécurité. Au moment où vous faites cet exercice, je vous invite à respirer profondément. Vous pouvez mettre la main sur votre ventre. Pour ceux qui connaissent Brace, l'outil Brace de Moka, vous pouvez le visualiser. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à prendre de grandes inspirations et à souffler. Vous visualisez cet endroit. D'habitude, quand je fais cet exercice avec des personnes que j'accompagne, elles me racontent tout haut ce qu'elles voient, ce qu'elles ressentent. Donc là, bien évidemment, on ne peut pas le faire comme ça, mais visualisez, ressentez à travers votre corps, tout votre corps, les sensations sur votre peau. Ça peut être des sensations aussi en termes d'odeur. Qu'est-ce que ça sent dans cet endroit-là où vous êtes ?
Ressentez des sensations kinesthésiques de la pointe de votre pied, de la voûte plantaire, jusqu'au sommet de votre crâne. Je vous invite à ressentir à l'intérieur de votre corps toutes ces sensations. Avec ce sentiment, vous vous sentez bien, en sécurité, dans ce lieu calme. Je vais vous y laisser 1 minute plutôt, excusez-moi, parce qu'on est en... Et puis, je reviendrai avec vous pour vous donner la suite de cet exercice que vous pourrez pratiquer ce soir. Et là, je vous invite à prendre 3 profondes respirations en faisant entrer de l'air dans votre ventre et en soufflant profondément. Et à cette dernière respiration, je vous invite à revenir avec moi, ici, chez Moka. Ok, alors quand on installe ça, le lieu calme et sûr, ça prend un peu plus de temps, mais là, vous avez les bases pour installer cet endroit chez vous et pour pouvoir le renforcer. Parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, quand c'est chaud, quand à un moment on vit une expérience difficile, c'est trop tard si on n'a pas installé nos ressources. Donc les ressources, on les installe quand on va bien, comme aujourd'hui. Comme ce soir, quand vous serez chez vous, allongé dans votre lit, vous pourrez repenser à ce moment-là, et là, à visualiser, à ressentir, à sentir. Plus vous allez mettre de kinesthésique, mieux ça va fonctionner. Et demain, quand vous serez dans une réunion, un moment difficile, et tu vas me raconter, Anne, parce que quand on a parlé de ça, c'était hyper intéressant ce que tu m'as dit. Vous êtes en réunion difficile, je ne sais pas, allez, on va prendre... c'est ton expérience chez Canal, là, vous êtes avec la CGT, c'est difficile, vous êtes en CSE, il y a des syndicats durs. Parfois, vous-même, vous vous sentez personnellement un peu agressé. Inspirez. Peut-être que vous pouvez associer à votre lieu calme et sûr un petit geste. Moi, j'ai associé un petit geste. Vous voyez le petit geste que je fais là? En fait, vous croyez que je suis avec vous, mais je ne suis pas là. Je suis dans mon lieu calme et sûr. Et ça me fait vraiment du bien, parce que là, vous m'intimidez un peu. Donc, je vais aller reprendre ma petite ressource et je me sens tout de suite un peu mieux. Okay, installez-le, ça prend un bon mois d'installer ça, et quand il sera là, vous aurez vraiment cette ressource. Alors Anne, quand on a parlé de ça, tu m'as dit que toi, tu avais un truc un peu comme ça. Raconte-nous ce que c'est. J'avais un truc, mais j'avais pas de Sylvie à l'époque dans ma vie, donc autant vous dire que j'avais inventé ça toute seule dans mon coin. C'est vrai que les réunions d'épée que j'ai connues à cette période-là, j'ai jamais reconnu ça par la suite. J'avais 15 élus CGT face à moi, et je pense que franchement, on était 2, on se faisait hurler dessus pendant 5 à 6 heures d'affilée. Et donc toutes les 2, avec la directrice de mon site, on avait chacune trouvé notre truc. Donc moi, effectivement, à l'époque, j'étais maman de mon 2e qui avait 4 mois. Et donc moi, j'essayais de me poser, de prendre 30 secondes des fois quand vraiment les échanges dérapaient et que ça devenait hyper personnel. Et je m'imaginais le moment du soir où j'allais voir mes 2 enfants là, à la crèche. J'essayais vraiment, je faisais l'exercice jusqu'au bout, j'essayais de m'imaginer que je sentais la crème pour bébé qu'il y avait dans la crèche. Et j'arrivais à tenir à peu près 30 secondes jusqu'à ce que... Il fallait vraiment que j'aille jusqu'à voir le contour de mes enfants, que ça soit hyper visuel. Et du coup, à ce moment-là, franchement, pendant 30 secondes, 1 minute, j'avais complètement fermé à la réunion. Je pense que mes DP face à moi, ils devaient se dire « mais elle est où la DRH ?» mais du coup, moi, franchement, ça me permettait de repartir encore pour les 2 heures de réunion qui me restaient. Mais ma directrice de site, qui avait d'autres moyens, elle faisait la technique qu'on appelait Joby Joba. Elle faisait semblant d'aller aux toilettes, elle passait dans mon bureau, je pense qu'elle lâchait un peu quelques gros mots dans mon bureau et elle revenait, elle était bien détendue. Donc en fait, à chacun sa technique après, mais voilà, elle se faisait une petite décharge de charge émotionnelle dans mon bureau pour pouvoir repartir après. Ok. Sur les secrets du mental, qui est un podcast que vous pouvez trouver sur la plupart des podcasts que fait Moka, on interviewe des grands champions, des athlètes, des sportifs, des gens hyper performants. Et souvent, ils nous racontent un peu ça, l'image mentale, leurs trucs, comment ils font quand c'est très difficile. Donc on vous invite vraiment à écouter les secrets du mental parce que ça peut vous donner aussi des idées d'un univers à l'autre. Il y a plein de passerelles possibles. Ok, donc Pierre-Étienne, tout à l'heure, nous a donné des chiffres. C'est vrai que les chiffres, et puis il n'y a pas que les chiffres, on le sait. Nous, on a plein d'amis RH. Moi, j'en ai aussi plein. Et mes amis RH, souvent, elles me disent, et on se l'est dit, cette phrase, d'ailleurs, c'est une RH qui nous l'a dit, mais moi, je prends soin de tous. Et qui prend soin de moi? Et ça, quand on est RH, c'est dur à entendre. C'est dur à entendre parce que ça résonne. Bon, ça résonne pour soi aussi. Il y a des moments où on s'est retrouvé très seul en tant que RH. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors,
quand on préparait ce moment-là avec Anne, on se disait souvent, en fait, le RH, il n'y a pas de formation à la gestion émotionnelle. J'ai regardé pour préparer ce travail avec vous. Il n'y a pas, en fait. Hein. Que vous ayez fait une école de commerce, que vous ayez fait du juridique, que vous ayez fait la Sorbonne ou Dauphine, on ne nous prépare pas à cette gestion émotionnelle. Okay, donc, c'est votre travail à vous, notre accompagnement aussi, mais c'est à vous vraiment de penser à ça, parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir tenir et vous trouver bien et éviter ce qu'on voit. Alors moi, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je crois qu'on avait un autre chiffre qui nous disait que 60% des RH exprimaient être en épuisement professionnel. Dernièrement, on a un sondage Malakoff-Ménéric qui nous dit que les femmes, pas forcément les femmes RH, hein, mais que les femmes vont moins bien que les hommes. Elles ont perdu 10 points en termes de sécurité et de fatigue émotionnelle. Donc comme on sait, et on le voit ici, globalement, on doit être représentatif. Je crois que dans la salle, on doit avoir peut-être 6 ou 7 hommes versus des femmes. Donc potentiellement, les femmes sont davantage exposées à ça, à cette contagion émotionnelle, à cette charge émotionnelle. Alors, une histoire de posture, c'est vrai que quand on s'est dit ça, c'est quoi la posture, Anne, qui permet peut-être d'être mieux, sachant que ce que tu me disais aussi, c'est que la posture, c'est RH, c'est aussi un métier d'expérience. Pourtant, on a bien tous commencé. Donc, comment tu as fait, toi? Comment tu as dealé avec ça? Moi, je suis une RH un peu senior. Bon, voilà, quand je vois l'âge que vous avez, moi, je suis un peu plus... moi, j'ai commencé dans le groupe Bouygues. Donc, le groupe Bouygues, c'est une super école de formation RH. Par contre, on apprend que dans son métier, on doit avoir une posture, on ne doit pas tout le temps rigoler, on ne doit pas être trop proche de nos opérationnels. Enfin, voilà, c'est un peu peut-être une ancienne façon aussi de faire des RH. Et on nous apprend à avoir cette posture-là. Et si c'était à refaire maintenant, déjà, je dirais... Dans son métier, c'est quand même compliqué de se travestir. Moi, je passe ma journée à rigoler. Donc, en fait, c'est compliqué pour moi de ne pas être cette personne-là sous prétexte que je fais un métier dans lequel, soi-disant, il ne faut pas être ni trop drôle, ni trop ceci. En fait, pour de vrai, il faut déjà faire son métier comme on est. Et ça aide à juste être comme on est dans la vraie vie. Les collaborateurs sentent qu'on n'est pas en train de se travestir. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que c'est un métier d'expérience. Moi, il y a des choses qu'on fait pour la première fois qu'on a un entretien vraiment hyper difficile. Moi, je le pratique beaucoup avec mes RH maintenant dans mon équipe. C'est du compagnonnage, quel ancien terme à nouveau, mais c'est juste, parfois on fait ensemble, et je leur dis, la première fois, c'est moi qui fais, la deuxième fois, c'est toi qui fais, et on débriefe beaucoup. On fait beaucoup ce travail de débriefer sur comment s'est déroulé l'entretien, comment on aurait pu mieux réagir, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, l'échange, il s'est décanté et qu'on a réussi à passer au-dessus. On fait beaucoup ce travail-là. L'équipe, c'est quand même une safe zone incroyable. Moi, c'est mon premier rempart contre les journées difficiles, mais c'est plus que ça. Moi, c'est une vraie croyance managériale que s'il y a quelqu'un qui rejoint mon équipe, il rejoint une équipe qui va être comme ça. C'est-à-dire, il faut qu'ils s'attendent à ce qu'on est un peu tous en équipe contre tout ce qu'il y a de dur qui va nous arriver dans une journée. On doit faire renfort, on doit se soutenir. La solidarité, c'est hyper important. Il y a beaucoup de débriefs, beaucoup de feedback, parce que justement, c'est ça qui aide à passer la journée. L'équipe, c'est le premier groupe de supervision un peu qu'on peut avoir dans sa boîte. Ouais, super. Et ça pose du coup la question quand on n'a pas d'équipe. C'est-à-dire que quand je suis dans une start-up et je lance l'activité et je suis seule, eh ben c'est dur. C'est dur, donc du coup, je vais peut-être un peu trop vite, mais tu as une réponse, je crois, pour ça. Tu fais un truc qui s'appelle comment? Moi, j'appelle ça la théorie des alliés. C'est effectivement, il y a des jobs où on est vraiment tout seul. Hein, mais on n'est pas tout seul dans sa boîte. On appartient quand même à un collectif. C'est vachement important, mais c'est un travail à faire. Ça ne tombe pas tout seul. De se dire, OK, j'ai 2 ou 3 alliés. Moi, c'est par exemple, en ce moment, c'est ma directrice juridique. C'est clairement mon allié numéro 1. Je sais que si j'ai un sujet ou quelque chose sur lequel j'ai besoin de passer au-dessus, ça va être ma personne de référence qui va avoir une écoute très objective, mais qui va être là pour moi. Et ce travail-là, en fait, ça ne se crée pas tout seul. Ce n'est pas parce qu'on s'entend bien avec quelqu'un dans sa boîte qu'il faut vraiment faire ce travail de se dire, OK, qui va être la personne qui va pouvoir être un peu mon interlocuteur avec le bon niveau d'objectivité, mais aussi le bon niveau pour comprendre mes problématiques sans me juger et en étant quand même capable de me faire du feedback si jamais, après tout, c'est moi parfois qui n'ai pas la bonne posture. Et il faut trouver
1, 2, 3 personnes de référence comme ça, et ça, c'est pas nécessairement dans son équipe RH. Moi, ça va être mon directeur commercial, ma directrice juridique, ce sont des personnes auprès de qui je vais chercher ça. Ok. Donc s'entourer, et peut-être aussi, ça c'est quand à un moment je suis exposée. Maintenant, avant de m'exposer, donc on a parlé du lieu calme et sûr, ce qui est intéressant aussi, et j'avais l'expression, moi avec mes équipes, quand j'étais DRH, de dire arrêtez de prendre les singes. Alors ça veut dire quoi prendre les singes? Et ça me fait rire parce que ce week-end j'étais à Lyon et j'ai rencontré mon adjointe qui est devenue DRH quand j'étais DRH chez Figaro Classifieds. On s'est pris un petit café, on s'aimait beaucoup. Et donc elle m'a dit, tu sais Sylvie, je garde, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, je garde ton image des singes. Moi quand j'étais DRH, avant de comprendre cette image des singes, j'arrivais le matin, alors j'arrivais avant tout le monde parce que je pensais que quand j'étais DRH, il fallait arriver avant tout le monde. Donc j'arrivais tôt. Et puis parfois je croisais quand même une personne qui devait être un peu stressée comme moi, qui arrivait tôt aussi, puis elle me dit, ah Sylvie, je suis trop contente de te voir. Tu sais, j'ai un problème avec Mathilde, là, tu pourrais m'aider Bah oui, bien sûr, je peux t'aider. C'est quoi ton problème? Paf, j'avais déjà un petit singe sur le dos. Okay. Et puis après, tout le monde arrivait, j'allais à la cafette, j'allais dire bonjour. Et là, ah Sylvie, trop contente de te voir. Ah, j'ai un problème avec Thomas. Tu sais, Thomas, ouais, pas de problème. Paf, j'en avais un deuxième. Et puis à la fin de la journée, j'avais plus de dos en fait. J'avais, vous imaginez, un peu courbé comme ça, tellement qu'à un moment, j'ai eu très très mal au dos, vraiment, mais pour de vrai. Et j'en avais plein le dos en fait. Les petits singes, ils me griffaient, je les sentais toute la journée. Et en fait, moi, j'étais arrivée dans ma journée le matin plutôt bien, plutôt cool, et à la fin de la journée, d'abord, j'avais pas fait ce que j'avais prévu de faire, et j'étais comme ça, courbée. Ne prenez pas les singes des autres, ok ? Ça, c'est ce qu'elle m'a rappelé, mon adjointe qui est devenue DRH et maintenant qui a quitté ce groupe et qui vit une très belle vie à Lyon. Ne prenez pas les singes des autres. Alors, comment on fait pour ne pas prendre les singes des autres? Mais il y a plein de techniques. D'abord, la première technique, c'est jamais je prends une tâche dans les couloirs. Ah, ok, ouais, t'as un problème avec Mathilde. Ouais, je comprends, c'est difficile. Je comprends. Mais écoute, prends mon agenda là et puis je te propose de me programmer une réunion aujourd'hui si je suis blindée, mais demain. Ok ? On peut toujours arriver à différer et souvent la personne elle va trouver ses propres ressources et elle va faire quelque chose. Ok ? Je ne prends pas les singes en live. Ok ? Ça va ? Deuxième point, peut-être juste 5 minutes d'un peu de théorie sur ce qui se passe. Anne, quand tu nous dis, et j'aime beaucoup ta manière de le dire, soyez comme vous êtes en fait, venez comme vous êtes, ou ne mettez pas... on est toutes les deux, on a été formées chez Bouygues, parce que j'ai eu aussi une expérience chez Bouygues. En fait, c'est OK, moi à l'époque, mais c'est il y a longtemps, fallait pas que je dise que j'étais psychologue, parce qu'on ne sait jamais, psychologue, ça fait un peu peur. Donc je pouvais parler de mon master en RH, mais psychologue, je devais le cacher. Je ne devais pas être comme j'étais, quoi. Il fallait être blindé, fort. Voilà, je gère. En fait, non. Soyez plutôt... Je vous invite à être à l'écoute de vous. Et pour cet événement-là, j'ai noté en fait les différents types de fatigue. Là, on parle de charge émotionnelle. C'est quoi ? La charge émotionnelle, c'est peut-être un type de fatigue, mais c'est difficile de savoir exactement ce que c'est. D'abord, je peux, en tant que RH, avoir une charge mentale, une fatigue mentale. Je ne m'arrête pas. Okay ? Je suis toujours hyper sollicitée parce que des problèmes, des sujets, il y en a plein. Et dans beaucoup de sociétés, on a tendance à penser que ces sujets-là, ils sont RH, alors que parfois, ça peut être des sujets de management, ça peut être des sujets d'organisation, et ils ne sont pas tous à traiter que par le RH. C'est des sujets CODIR, okay ? C'est des sujets comité de direction. Mais je ne prends pas forcément tous ces sujets-là pour moi, je peux les partager avec d'autres. Si je les prends que pour moi, je vais avoir une charge mentale trop importante. Donc si j'ai une charge mentale trop importante, il y a un moment, ça s'enroule, c'est le hamster qui tourne, et donc j'ai vraiment besoin de poser ça et d'aller dans mon lieu calme et sûr. Donc identifier si, quand ça ne va pas bien, est-ce que c'est une fatigue mentale. Bon, bien évidemment, la fatigue numérique, je la passe, la fatigue numérique, on l'a tous. Je vois chez Moka, on a vraiment réfléchi à comment optimiser nos outils. Alors moi, bien évidemment, peut-être encore plus que d'autres, je ne connaissais pas Notion, je ne connaissais pas Slack, je ne connaissais pas... Bon, c'est super, ils ont aidé chez Moka à organiser mieux ça pour qu'on soit un peu moins sollicité partout. Donc à un moment, on se dit, parlons-nous sur un certain nombre de sujets. Voilà, on prête attention à la fatigue numérique. Fatigue réactionnelle. Pensez-y en tant que RH. C'est quoi la fatigue réactionnelle ? C'est ce que tu nous disais tout à l'heure chez Canal. Je sors d'une réunion CSE difficile, je suis en réaction par rapport à ce qui vient de se passer. Là, j'ai besoin de me poser. Si ma fatigue est vraiment réactionnelle, j'analyse, je me pose. Les gens qui ont travaillé avec Moka, souvent, vous avez dans la tête les fameux RMM, les rendez-vous avec moi-même. Ça a l'air de rien, ce petit truc-là, mais à 4 heures,
à l'heure où avant on goûtait quand on était enfant, je me mets un petit rendez-vous sur mon agenda de 5 minutes, le rendez-vous avec moi-même. Et là, je suis en train de me dire, comment je me sens là? Comment elle est? Est-ce que je me sens fatiguée? Oui, je me sens fatiguée. Mais c'est quoi? Est-ce que je suis de la fatigue émotionnelle, réactionnelle? Toutes les fatigues, il y en a 7, donc je vais vous lister ici. Vous l'aurez, ça on vous enverra un petit, donc c'est pas la peine de prendre des notes, vous aurez ces éléments-là. Et donc, en fonction du type de fatigue, ben, je réfléchis à mes besoins, parce que c'est pas le même besoin si je suis en fatigue numérique ou en fatigue émotionnelle. Fatigue émotionnelle, c'est les tips qu'on va voir tout à l'heure, donc je vous la dis juste. Je la nomme juste. Émotionnelle, j'ai l'impression que je me sens débordée. Okay, je peux avoir des manifestations de labilité émotionnelle, une petite larme, envie de pleurer, envie de rire, envie de je sais pas quoi, mais en tout cas, les émotions, elles vont pas très bien. Fatigue compassionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, la fatigue compassionnelle? La fatigue compassionnelle, c'est quand j'ai eu trop d'empathie. C'est quand, en fait, j'ai pas trouvé la juste distance dans ma posture avec l'autre. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Anne, la juste posture. Donc, je me suis trop exposée. Chez Moka, par exemple, on a Félix, vous l'aurez là, regardez Félix, parce que Félix, c'est notre petit compagnon de poche qui nous aide un moment à se poser ces questions-là. Comment je suis dans la relation avec l'autre? Est-ce que je suis à la bonne distance? Si je suis en fatigue compassionnelle, et l'étape d'après de la fatigue compassionnelle, ça peut être ce que les soignants ont, mais on le voit maintenant, c'est ça qui est fou chez les RH. Les soignants, ils ont ce qu'on appelle des troubles vicariants. Moi, quand j'étais formée au stress post-traumatique, on m'a dit, Sylvie, attention, si à un moment tu es amenée à retraiter des gens, à travailler avec des gens qui ont été exposés à des stress post-traumatiques, tu peux toi aussi plonger avec eux si tu ne fais pas ton exercice de lieu calme et sûr, si tu ne mets pas un certain nombre d'actions en place. Le RH, quand il est parfois exposé à des sujets difficiles, on en a plein en tête, des accidents, des décès, des maternités qui ne se passent pas très bien. Il y a toujours plein de sujets. Comment il fait le RH pour absorber ça? S'il n'a pas ces outils-là, s'il n'a pas ces réunions entre guillemets, de déshocking avec ton équipe, c'est ce que tu fais, il tombe dans la fatigue compassionnelle et l'étape d'après, c'est le trouble vicariant. Okay, et la dernière, bon, ça ne touche pas que le RH, c'est la fatigue un peu, la fatigue d'être soi, disait un écrivain célèbre, c'est un peu une fatigue existentielle. Dans certaines sociétés, je peux manquer de sens, j'ai du mal à trouver du sens dans ce que je fais, ou je suis RH et certains ont posé ça, les questions pour préparer, je suis RH et le sens de mon action ne va pas forcément avec le sens de ce qu'on me demande de faire. Comment je gère ça, okay? Donc ça, déjà, j'en prends conscience. Puis après, je suis un être libre. Je suis un être libre et donc je décide moi-même de faire ce qui est important. Okay, voilà les 7 types de fatigue. Et je vous les ai cités pour savoir à chaque fois que vous puissiez vous procéder à votre propre analyse de dans quelle fatigue êtes-vous. Et puis il y a Christophe André qui rajoute peut-être une dernière qui s'appelle la fatigue de consolation. Je trouve que c'est mieux dit peut-être que la fatigue compassionnelle. La fatigue de consolation, c'est un moment où je suis en entreprise. On ne parle pas trop du mot consolation en entreprise, mais on parle du mot soutien. J'ai quelqu'un qui doit faire un deuil. Moi, je suis en première ligne pour soutenir. Du coup, comment moi-même je me soutiens? Et c'est l'objet de ce travail. Alors, peut-être maintenant d'un point de vue plus concret, Anne, dans les différents moments de ta vie professionnelle, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as mis en place, toi, pour tenir et pour être là et pour aimer ta fonction, aimer ce que tu fais et être dans la belle forme que tu as là aujourd'hui? Je peux vous donner mes quelques tips, mais qui sont encore une fois de façon hyper modeste. Le premier, c'est au moment où on avait commencé ce PSE, là, il y a 7-8 ans, c'était un type, mais vraiment extrêmement bête qu'on m'avait donné, mais on avait une coach qui nous accompagnait pour les 9-12 mois que le marathon a duré. Et elle nous avait dit, le premier truc à se poser, c'est si vous partez faire un marathon, c'est un peu comme un sportif, il faut que les basiques soient présents. Donc il faut que manger, boire dans votre journée, dormir la nuit, c'est juste faire ça. Ça doit être quand même un truc que vous avez à l'esprit et que vous surveillez un peu. Si vous commencez à grignoter sur toutes ces dimensions-là, déjà vous allez être moins à même de gérer l'émotion qui va se déverser sur vous à longueur de journée. Il y a un truc que j'ai plutôt appris par expérience, c'est... encore une fois, formée comme je l'ai été, moi je pensais que ce qui était très bien chez un RH, c'était de pouvoir se mettre en mode pilote automatique. Et donc, hop, plus aucune émotion ne me touche, je passe à travers ma journée, je suis juste là pour abattre du travail. Et voilà, j'étais pas mal comme ça en début de carrière. Et du coup, j'avais commencé à faire ça à la maison. Moi, je rentrais, toc, j'éteignais le travail, je me mettais en mode j'arrive à la maison et je faisais mon pilote automatique de toutes les tâches que je devais faire là le soir. Et en fait,
en période de PSE, ça marchait plus du tout, cette histoire-là. Franchement, j'en étais arrivée à un tel point que j'arrivais même plus à parler à mes enfants. J'avais l'impression que je répondais à des emails, je leur parlais mécaniquement, ça n'allait plus du tout. Et toujours le coach qui nous accompagnait nous a beaucoup parlé du fait d'être explicite. Très explicite sur ce qu'on vivait, très explicite y compris avec des enfants qui avaient à l'époque quelques mois et 1 an et demi. Et c'est un truc que, pour le coup, j'ai toujours gardé par la suite. C'est-à-dire, quand ça va plus difficilement au travail, franchement, il faut le verbaliser. Le simple fait de l'avoir verbalisé, rien que ça, c'est déjà quelque chose qui aide. Mais ensuite, ça aide parce que la réaction de l'autre fait qu'on rentre dans une situation où on va avoir de l'appui pour que ça aille mieux. Et moi, je me suis rendu compte, je le disais à Pierre-Étienne tout à l'heure, maintenant, moi, c'est mes enfants qui me demandent, quand ils me voient rentrer le soir, ils me disent « Maman, ta semaine, elle est stressée, comment ?» Et du coup, ça m'invite un peu à leur dire « Cette semaine, ça va, pas de souci. » Du coup, ils savent que je vais être bien présente et que j'ai envie de rigoler et tout ça. Mais ils savent aussi les semaines où, je suis un peu plus affectée et du coup, ils ne s'étonnent pas forcément de mes réactions qui vont être un peu différentes. Et ça, on a vachement appris à le faire parce que ça nous aide tous à finalement mieux comprendre. Ça marche surtout pour la maison, mais après, quand on revient dans son équipe, c'est un peu pareil. Être explicite, ça aide aussi beaucoup. Super. Et te disent sur une échelle de 1 à 10, comment tu es stressée? Ils utilisent, tu les as formés aussi à ça? Pas encore, mais... Ça viendra. Ok, donc être explicite. Ce qu'on peut peut-être rajouter, puis après c'est vous qui allez travailler et nous dire ce que vous faites et ce que vous savez, parce qu'il y a plein de possibilités. Moi j'aime bien aussi qu'on mesure la dissonance émotionnelle, c'est-à-dire, ça a été des questions que vous avez posées pour préparer ce meeting, mais si à un moment je me sens pas bien, c'est-à-dire que j'ai eu, dans ma vie perso par exemple, quelque chose de difficile que je dois traverser, et dans ma société, il y a des valeurs très fortes sur le fait qu'il faut toujours être souriant, en forme, positif. Et puis d'ailleurs, je suis une RH et je suis assez positive. Donc là, je vais être en dissonance émotionnelle si jamais je porte. Vous savez, c'est l'hôtesse de l'air, à un moment. Moins maintenant, mais moi, je me souviens, il y a 20 ans, quand on prenait l'avion, l'hôtesse de l'air, elle était toujours souriante. Ou la caissière au supermarché. Elles sont tombées malades. Parce qu'on ne peut pas à un moment toujours arborer ce que tu disais, là, se mettre un masque et dire tout va bien. Okay, donc si vous sentez que vous prenez ce chemin-là, faites une pause et regardez ça. Et dites-vous justement, c'est quoi mon émotion là? Et c'est OK, je peux ressentir de la tristesse et c'est OK. Acceptez-la. Okay, peut-être muscler aussi, tu avais un autre tips, je crois. Oui, j'en ai plein, j'ai dit que la moitié. Vas-y, avance alors, avance. Non, moi, il y a un truc qui m'a marqué aussi, toujours un peu cette même époque, c'est j'avais mon délégué central de la CGT qui me hurlait dessus à longueur de réunion pour continuer. Et souvent, après m'avoir hurlé dessus pendant toute la réunion, il passait à mon bureau et me disait « Tu sais, Anne, quand je te hurle dessus, c'est ta casquette de DRH, c'est sur celle-là que je hurle. » Et j'avais fini par lui dire « Mais Jean-Marc, en fait, tu sais, moi, quand je rentre à la maison, j'ai pas de casquette, en fait. Donc, quand tu me hurles dessus, pour de vrai, c'est sur moi que tu hurles. » Et c'est ce truc qui te fait réaliser qu'en fait, c'est compliqué de faire genre, il y a moi au travail, et donc je suis capable de prendre plein de choses, et puis le reste du mois, il est un peu différent. Non, en fait, pour de vrai, on est quand même une seule et même personne. Donc, ce qui nous touche au travail, on le ramène chez soi, et vice-versa. Et donc, ça, c'est un truc que j'aime bien aussi verbaliser. Il y a, dans les autres types que j'ai, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement, comme tu disais, c'est la dissonance émotionnelle, c'est celle-là, c'est celle où il y a des situations qui nous parlent plus en tant qu'individu et qui vont beaucoup plus nous affecter, où il y a des collaborateurs dont le contact est peut-être plus difficile pour nous, où on sait les interactions sont plus difficiles. Et finalement, moi, j'ai arrêté de me dire que c'est parce qu'un sujet est de tel niveau d'importance que c'est moi qui dois le prendre, et si c'est tel sujet, c'est quelqu'un de mon équipe, etc. J'utilise vachement ce truc de qui est le meilleur interlocuteur, qui est l'interlocuteur de confiance, qui va faire que l'échange avec le collaborateur, il va être le moins painful, le plus simple aussi, et il va avoir le meilleur résultat pour lui comme pour nous. Et si c'est pas moi, eh ben, très bien.
Dans ce cas-là, on s'en parle hyper ouvertement dans l'équipe et on se dit, écoute, je pense que c'est plutôt toi qui devrais mener l'échange parce que vous avez peut-être une meilleure relation de confiance, etc. Et ça, il faut vraiment faire fi de tous les aspects statutaires de ça. Il faut toujours se dire, non mais qui est la personne qui va le mieux réussir dans l'échange parce qu'il va y avoir une bonne accroche avec un collaborateur et peut-être que quelqu'un dans mon équipe va moins se faire grignoter sur le plan émotionnel que moi et dans ces cas-là, c'est peut-être la bonne personne pour gérer un sujet. Ça veut dire que dans ton organisation, les rôles ne sont pas forcément figés. Il peut y avoir quelqu'un qui travaille, je sais pas, peut-être plus sur la formation, mais dans le cadre de cet entretien un peu plus complexe, il lui-même lui dit qu'il est OK pour y aller et donc il y va. Oui, et puis ça se joue beaucoup aussi avec nos opérationnels. Parfois, on va se dire, il y a des tâches qui sont soi-disant un peu plus RH, il y a des tâches qui sont plus managériales. En fait, à la fin, ce qui compte, c'est vraiment qui est la meilleure personne pour mener un échange et résoudre une situation. Et donc, en fait, on ne décide pas forcément. Souvent, moi, je leur dis, écoute, je sens que ça irait mieux en binôme, ça irait mieux si on le fait comme si. Et ça aide à avoir les meilleurs échanges possibles. OK. Peut-être un des derniers tips aussi, ou état, la contagion émotionnelle positive. On a parlé un peu de la négative quand les gens mettent les singes sur le dos, mais la positive. Moi, j'avais repéré dans l'entreprise certaines personnes qui me donnent la pêche. Vous avez des personnes, elles sont un peu solaires, elles sont rien que de les voir, il y a quelque chose de positif qui arrive sur vous, la contagion émotionnelle. On dit qu'un sourire peut générer autour 50 sourires, c'est-à-dire que par contagion, par relais, ça va se propager. Okay, donc identifier, c'est peut-être aussi ta stratégie des alliés, mais sur une autre manière de faire, mais identifier les personnes qui vont vous faire du bien. Okay, pour pouvoir aller les voir, vous avez vos ressources intérieures avec le lieu calme et sûr, mais vous avez aussi des personnes qui peuvent aller vous faire du bien. Donc en fait, si on se résume, donc on a le lieu calme et sûr, okay, on a, tu as dit, les basiques, n'oubliez pas, et hyper important, les basiques. Okay, on a implicite. Le fait d'être explicite. Voilà, explicite, implicite, pensez-y. On a la stratégie des alliés. Est-ce que j'en oublie ? On a travaillé sur la dissonance. Si à un moment vous voyez que c'est compliqué, travaillez sur la dissonance effectivement entre vous, ce que vous avez à dire et ce que vous ressentez vraiment. Faites en sorte de la baisser parce que trop de dissonance émotionnelle peut générer des pathologies de burn-out parce que je ne suis pas alignée. Donc je fais baisser l'écart entre ça. Le fait d'instaurer des débriefs et des feedbacks fréquents au sein de son équipe, même avec ses opérationnels. Ok. C'est pas mal déjà, non ? Ouais, et puis faire son métier comme on est à la fin, parce qu'on va pas se changer. Hein. Ouais, faire son métier comme on est, ça c'est super important et surtout qu'on l'a pas appris. Alors je sais pas vous comment vous avez appris votre métier, vous allez nous le dire, mais ça c'est hyper important. C'est un peu comme McDo, restez comme vous êtes, venez comme vous êtes, c'est super important. Ok, peut-être qu'on vous propose maintenant d'avancer ensemble, c'est-à-dire que... Alors attendez, je vais juste avancer un petit peu ça. On va cesser l'enregistrement parce qu'on s'était dit que la deuxième partie, et je pense qu'on est bien dans le timing, c'est OK. La deuxième partie, ça va être une partie un peu plus de questions-réponses. Alors, on peut prendre, si vous en avez une ou deux questions, et après, ce qu'on vous propose, c'est on va travailler un peu en groupe ou en lignée, parce que dans l'amphi, c'est plus facile en lignée, avec des petits post-it, et on a vraiment envie de vous poser ces questions-là. La première question, c'est qu'est-ce que vous avez déjà fait, testé ou mis en place pour mieux gérer votre charge émotionnelle ? Donc là, on va faire la synthèse de tout ce qu'il y a là et on pense que ça va être riche et ça va nous permettre de partir avec d'autres choses. Et puis la deuxième question, c'est de quoi vous auriez besoin pour que ça soit encore mieux votre vie de DRH ou de RH. OK ? Donc déjà, est-ce qu'avant, vous avez une ou deux questions, des choses qui vous ont interpellé, envie d'en savoir plus sur l'expérience de Anne ou sur ce qui s'est dit là ? Est-ce qu'il y a des choses où on passe directement avec les post-it ? Je regarde s'il y a des mains qui se lèvent. C'est toujours difficile la première question. Oui. C'est ressentir dans son corps, c'est-à-dire à un moment, si par exemple mon lieu calme est sûr, c'est la plage, une mer, une île, où je vais ressentir le contact du sable sur mes orteils. C'est tout ce qui est effectivement de la kinesthésie, donc le sens. Ok ? J'ai parlé de brace aussi tout à l'heure, n'hésitez pas aussi, bien évidemment, pour tout ce travail-là, quand à un moment je sors d'une réunion de CSE où c'est un moment un peu plus dur, n'hésitez pas à vous faire des exercices de cohérence cardiaque avec un outil. Au début, c'est important de prendre un outil parce qu'il va rythmer votre respiration.
Puis après, vous pouvez le faire sans outils. Bon, on démarre le sous-groupe. C'est une autre manière de faire aujourd'hui. Donc, vous allez avoir des post-it qui vont vous être distribués. On va se faire peut-être par rangée, ou certains peuvent se retourner. Je ne sais pas, ça je vous laisse vous arranger comme vous voulez. Normalement, vous avez des stylos. Et donc, nous, on va faire un peu le timing. On va se donner 5-10 minutes sur le premier item. Oui, vous pouvez vous répartir aussi sur le premier rang si vous voulez. Merci, travaillez bien.